Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Delphine Jubilard, née Delphine Ossaguel, une infirmière de 33 ans, a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Ses papiers, sa carte bancaire, ses lunettes ont été retrouvés dans la maison. Son téléphone, introuvable, a toujours borné près de chez elle. Delphine Jubilard s'est comme volatilisée, son corps n'a jamais été retrouvé. L'homme qui était son mari, le père de ses 2 enfants, Cédric Jubilard, comparé devant la cour d'assises du Tarn du 22 septembre au 17 octobre. Il est jugé pour meurtre sur conjoint, il clame son innocence. Code Source résume aujourd'hui les 2 premières semaines d'audience avec Ronan Folgoas, spécialiste police-justice au Parisien. Il est à Albi pour suivre ce procès. Ronan Folgoas, vous avez couvert cette affaire depuis le début, vous connaissez bien l'entourage de Delphine Ossaguel, de son nom de naissance. Vous avez aussi pu rencontrer Cédric Jubilard en 2021, avant son placement en détention provisoire. Vous avez signé un livre sur cette affaire en 2022, Le mystère Jubilard. Quelles questions vous vous posiez avant le premier jour du procès ? La question essentielle, c'était de savoir... d'une part, comment allait se comporter Cédric Jubilard après 4 ans et demi de détention, s'il allait présenter un visage combatif, déterminé, pour clamer encore une fois son innocence, ou si au contraire il allait apparaître fragile, vulnérable, hésitant. C'était en tout cas l'une des questions qui se posait à l'ouverture de son procès. Est-il le meurtrier de son épouse ou injustement mis en cause ? Le procès de Cédric Jubilard s'ouvre en fin de matinée devant les assises du Tarn. Le procès s'ouvre le lundi 22 septembre à Albi dans le Tarn. Il va durer 4 semaines, verdict attendu le 17 octobre. Cédric Jubilard va être jugé par 3 magistrats professionnels et 6 jurés des citoyens tirés au sort. On rappelle que dans cette affaire, il n'y a pas de corps, pas de preuves formelles, mais un faisceau d'indices contre Cédric Jubilard. Ronan, l'affaire passionne de nombreux Français. Décrivez-nous l'atmosphère au tout début du procès. Ce lundi 22 septembre à Albi, il y a une nervosité perceptible aux abords du tribunal. On sent que c'est un événement attendu, pas seulement par les parties civiles, pas seulement par la défense de Cédric Jubilard, pas seulement par les services d'enquête et les magistrats qui ont travaillé sur ce dossier, mais aussi par toute une ville. Albi se préparait à l'arrivée de plusieurs centaines de journalistes et se préparait aussi à la tenue d'un procès exceptionnel. À quoi ressemble Cédric Jubilard quand il arrive dans cette salle d'audience pour la première fois ? Alors il apparaît le visage blanc, voire livide. Il présente aussi quelques signes de nervosité dans la toute première heure de son procès. Et puis il y a un détail vestimentaire. Il est vêtu ce lundi 22 septembre d'une veste de survêtement qui raconte à ce moment-là un peu sa précarité de détenu qui ne dispose pas de moyens financiers considérables. Et puis il porte aussi une alliance. Alors, ça attire l'attention des dessinateurs de presse et puis de l'ensemble des médias présents. Est-ce qu'il avait ce jour-là l'alliance qu'il portait le jour de son mariage ? Ça, c'est une autre question. Il découvre le box des accusés avec une certaine nervosité dans les premiers instants, ça c'est sûr. La première journée est consacrée à la sélection des jurés. 4 hommes et 2 femmes sont retenus, puis à l'examen de personnalité de l'accusé. En résumé, Cédric Jubilard a eu une enfance chaotique. Ouais, une enfance chaotique et une enfance même marquée au fer rouge par des violences intrafamiliales commises, semble-t-il, par son beau-père lorsqu'il avait 10, 11, 12 ans et qui ont justifié son placement en foyer puis en famille d'accueil. On comprend que c'est un enfant cabossé qui a connu un premier placement dès l'âge de 2 ans parce que sa maman, qui l'a eu à 16 ans et demi, ne pouvait pas assumer son rôle de mère. C'est ce qui est expliqué ce jour-là. Puis Cédric Jubilard, il a aussi peut-être été victime de violences sexuelles. Il y a l'ombre d'une agression sexuelle, même si cela n'est pas confirmé par le principal intéressé. Et il y a évidemment un lien possible qui est tissé dès ce jour-là entre les traumas de l'enfant qu'il a été et peut-être le refus d'être à nouveau abandonné, cette fois par son épouse.
La personnalité de la victime est aussi évoquée. Delphine Ossaguel a grandi dans une famille modeste avec une grande sœur et 2 petits frères. Alors on apprend au travers de l'enquête de personnalité de Delphine qu'elle a assumé très jeune des fonctions qui ressemblent à celles d'une mère dès l'âge de 13 ans. Elle s'occupait en fait de ses 2 petits frères et on comprend aussi que sa maman n'est pas tout à fait en mesure d'assumer l'ensemble de ses responsabilités. Elle est victime d'une maladie neurodégénérative. Elle est dépressive et donc Delphine, sachant aussi que son papa est décédé alors que Delphine n'avait que 12 ans, elle se retrouve propulsée dans un rôle d'adulte très jeune. Elle va aussi chercher à s'émanciper à l'adolescence de cette vie très précaire. Elle a vécu dans un foyer où on comptait les sous, on comptait aussi les raviolis que l'on distribuait autour à table. Elle a vécu des choses difficiles et à l'adolescence, elle rencontre donc à l'âge de 18 ans Cédric Jubilard qui lui offre comme une espèce de bouffée d'oxygène, un petit peu de fantaisie et d'insouciance. La jeune Delphine mise sur ses études et son futur métier d'infirmière pour vivre mieux matériellement. Au niveau amoureux, vous venez de le dire, elle rencontre Cédric Jubilard, très jeune, pendant une sortie en boîte de nuit. Et au départ, elle est séduite par son côté bad boy. Cédric Jubilard est quelqu'un dès l'âge de 17-18 ans, quelqu'un d'assez transgressif, puis aussi quelqu'un qui doit être dynamique, enjoué, qui présente en fait à Delphine une version plus fantasque même de la vie. Et Delphine peut aussi, c'est une interprétation possible qui a été soulevée par l'enquêtrice de personnalité, peut aussi s'affirmer dans un rôle presque de soignante. C'est-à-dire qu'elle voulait être infirmière, c'était sa vocation, une manière aussi pour elle de sortir de l'ornière dans laquelle elle était, l'ornière sociale. Et elle va trouver en Cédric Jubilard peut-être quelqu'un qu'elle pourra aider, accompagner, et avec l'espoir peut-être de le faire évoluer, de le faire changer. Et peut-être qu'elle voit aussi en lui un enfant aussi cabossé par la vie comme elle. Donc il y a un effet miroir peut-être qui opère aussi à ce moment-là. Cédric et Delphine se marient en 2013, ils vont avoir 2 enfants, un garçon, Louis, né en 2014, et une fille, Elia, née en 2019. Mais au fil du temps, Delphine est frustrée par le comportement de son mari, notamment sa consommation excessive de cannabis et son manque d'ambition. Oui, on a le sentiment en fait à dérouler l'histoire du couple que forment Cédric et Delphine, qu'ils ont cherché à cocher un peu les cases traditionnelles, un mariage, une maison avec un jardin, et puis des enfants. Tout ce qu'ils n'ont pas réussi en fait à vivre dans leur enfance. Et donc ces cases, ils vont les cocher tous les deux ensemble en l'espace de 2-3 ans. Et après cette phase très rapide, il y a une forme de décompression où Cédric Jubilard donne le sentiment d'avoir abandonné pas mal d'ambitions, y compris pour finir et aménager sa maison convenablement, pour aussi se développer professionnellement. C'est en tout cas une version possible qui est défendue d'ailleurs par ses avocats, celle d'un adolescent attardé qui finalement n'aurait jamais réussi à complètement endosser ses responsabilités de père et d'époux. Cédric Jubilard est invité à s'exprimer pendant cette première journée d'audience. Comment il se décrit lui-même ? Dès le premier jour, Cédric Jubilard s'affirme dans le box des accusés et par le cash. C'est son fonds de commerce un peu, c'est comme ça qu'il aime à se présenter, avec des mots crus. Et il dit sans phare, alors que son épouse était présentée comme une femme discrète, taiseuse, voire effacée, lui il dit au contraire « je suis arrogant, j'aime prendre de la place ». Au deuxième jour d'audience, le 23 septembre, les premières gendarmes qui ont sonné chez les Jubilard le jour de la disparition de Delphine sont auditionnées. C'était quelques jours avant Noël 2020, le 16 décembre, à l'aube. Ces gendarmes, qu'est-ce qu'elles racontent ? Les 2 gendarmes expliqueront comment elles sont d'abord accueillies par Cédric Jubilard, avec sa fameuse combinaison panda, qui produit quasiment un effet comique sur le moment, et à tel point qu'elles se sont posé la question de savoir s'ils étaient à la bonne adresse. Mais oui, elles étaient bien là, au 19 rue Yves-Montand, chez les Jubilard. Cédric qui leur demande de se déchausser en rentrant chez lui, parce que, dit-il, c'est un peu le protocole habituel. Quand les gens viennent chez moi, je leur demande de se déchausser. Sauf que là, ce sont des gendarmes, et évidemment, elles refusent de se déchausser. De ce qui ressort de leurs souvenirs, c'est qu'elles ont affaire à un homme qui a l'air très nerveux par moment,
quand même des petits sanglots comme ça dans la voix, et puis après il se reprend. Il est assez étonnant, assez déroutant. On ne sait pas trop dans quel état émotionnel il alterne. Et puis, à un moment donné, elle raconte qu'elles appellent l'opérateur téléphonique, enfin une réquisition en tout cas est envoyée à l'opérateur téléphonique auquel Delphine est abonnée. Et puis, il y a une réponse qui tombe sur la géolocalisation du téléphone de Delphine. Et là, on apprend que le téléphone n'est pas loin. Il borne toujours sur le relais de Cagnac. Et Cédric Jubilard aurait eu alors cette question, non mais là, vous parlez du téléphone, là, c'est pas forcément d'elle. Comme si déjà, il anticipait le fait que le téléphone n'était pas avec Delphine. Comme s'il avait une information. Enfin, en tout cas, c'était une remarque assez étonnante dont les gendarmes ont reparlé à l'audience. Elle raconte aussi qu'elles inspectent la voiture de Delphine. Oui, et c'est là qu'une zone d'ombre apparaît dans leur témoignage, puisqu'elles expliquent que ni l'une ni l'autre, en inspectant la voiture de Delphine, ne se souvient avoir constaté la présence d'un camion blanc juste à côté de la voiture de Delphine. Et ce camion blanc est important puisque le conducteur de ce camion blanc, le matin, après le signalement de la disparition de Delphine, lui, il expliquera que la voiture de Delphine, elle a changé de sens pendant la nuit. Il en est sûr et certain. Et leur témoignage, indirectement, fragilise le conducteur de cette camionnette, puisqu'on se dit, mais alors, est-ce que cette camionnette était vraiment là ? Et sur le coup, dans la cour d'assises du Tarn, il y a comme un moment de flottement. On se demande si l'un des indices, l'un des éléments n'est pas en train d'être fragilisé. Et le propriétaire de cette camionnette blanche, c'est un voisin qui sera entendu plus tard dans le procès. Autre témoignage clé ce jour-là, celui de l'administratrice qui est chargée des intérêts des enfants Jubilard, Louis et Elia. Ils vivent aujourd'hui tous les deux chez leur tante, la sœur de Delphine. Cette administratrice explique que Louis est convaincu aujourd'hui que son père a tué sa mère. Oui, c'est un moment particulièrement fort qui arrive donc au 2e jour du procès de Cédric Jubilard. Et l'administratrice ad hoc qui est chargée donc par la justice de défendre les intérêts des enfants, Louis 11 ans et Elia 6 ans, explique que l'un et l'autre ont de l'affection pour leur père. Ils ont cherché à lui écrire, ils auraient même voulu peut-être aller le voir en prison, mais Elia, du haut de ses 6 ans, elle ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de sa maman, qu'elle se pose toujours des questions, savoir si elle reviendra peut-être un jour. Elle raconte même cette anecdote de la baguette magique où parfois, lorsqu'elle est seule dans sa chambre, Elia tente de faire réapparaître maman Delphine, comme elle l'appelle, un moment particulièrement émouvant qui a sidéré un peu la cour d'assises. Et puis Louis, qui a 11 ans, qui a peut-être aussi une forme de lucidité supérieure par rapport à sa petite sœur, sait que sa maman est décédé malheureusement. Au fil du temps, et en particulier au cours des derniers mois, paraît-il, de l'année 2025, il aurait conçu l'idée que oui, son père devait être impliqué dans la disparition de sa mère. En tout cas, c'est ce qu'a exprimé l'administratrice ad hoc en expliquant les yeux dans les yeux face à Cédric Jubilard que Louis le pensait coupable. Le mercredi 24, celui qui a chapeauté les investigations, le directeur d'enquête, est appelé à la barre. Nous l'appellerons le major Bernard pour respecter son anonymat. Les avocats de la défense lui font parler de l'amant de Montauban. L'amant de Montauban, c'est le surnom donné à l'homme que Delphine aimait et avec qui elle comptait vivre après avoir quitté Cédric Jubilard. Que disent les avocats de l'accusé sur cet homme, l'amant de Montauban ? Alors, les avocats de Cédric Jubilard estiment globalement que plusieurs pistes alternatives, donc autres que celles qui conduisent évidemment à leurs clients, n'ont pas été suffisamment développées, en tout cas pas à fond. Et donc en particulier, s'agissant de l'amant de Delphine qui habite à près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, à plus de 70 km donc de Cagnac-les-Mines, les gendarmes ont contrôlé la domotique de son domicile, c'est-à-dire l'ensemble des données relatives à l'ouverture et à la fermeture des portes, du portail. Et ils en ont conclu que non, il n'y a pas eu de mouvement dans cette maison, de mouvement suspect au cours de la nuit de la disparition de Delphine, que son téléphone borne à son domicile, tout comme le téléphone de sa compagne qui dormait à côté de lui à ce moment-là. Et d'un autre côté, les défenseurs de Cédric Jubilard ont fait observer que cette étude qui avait l'apparence d'une étude sérieuse, en réalité, elle comportait des failles, une lacune, et que de cette maison, il était tout à fait possible de sortir par une porte-fenêtre qui, elle, échappait justement au contrôle et à la domotique. Bon, c'était un angle mort, très ténu, mais ils l'ont exploité. Ils ont tenté aussi de diffuser cette idée que l'amant de Delphine Jubilard n'avait pas une vie aussi lisse
qu'il le prétend, qu'il multipliait les conquêtes, que sa passion apparente pour Delphine Jubilard était en réalité une histoire peut-être parmi tant d'autres et que voilà, sa personnalité méritait peut-être un examen plus approfondi. Et que répond le directeur d'enquête, le major Bernard, sur cette accusation de ne pas avoir assez fouillé les autres pistes? Le directeur d'enquête n'avait pas réponse à tout, puisque les questions étaient tellement pointues, précises et sur des éléments parfois très périphériques du dossier que, oui, il se retrouvait parfois mis en difficulté pour répondre quelque chose. Face aux questions insistantes, percutantes et très nombreuses de la défense de Cédric Jubilard, mais d'un autre côté, aucune autre piste n'a réellement émergé, n'a réellement surnagé. C'est un florilège en fait de pistes alternatives qui a été abordé par la défense sans qu'aucune ne s'impose véritablement. L'audience est suspendue pour le week-end, le jeudi 25 septembre, à plusieurs reprises. Pendant cette première semaine, Cédric Jubilard a clamé son innocence. Le lundi 29 septembre, la Cour entend l'ancien procureur de Toulouse, un magistrat qui a tenu une conférence de presse sur l'affaire le 18 juin 2021, le jour où Cédric Jubilard a été mis en examen et placé en détention provisoire. Tout comme le directeur d'enquête, l'ancien procureur est pressé de questions par les avocats de la défense de Cédric Jubilard. Il lui reproche une dizaine d'erreurs factuelles ou d'imprécisions pendant sa conférence de presse, notamment, Ronan, cette histoire de couette que Cédric Jubilard était supposé avoir lavé le jour de la disparition. Oui, le procureur de la République de Toulouse avait commis une erreur factuelle en disant qu'il était certain que Cédric Jubilard avait introduit une couette dans sa machine à laver juste avant l'arrivée des gendarmes le jour de la disparition. Or, cette couette a été repérée sur le canapé du salon le 16 décembre à la mi-journée. Une photo prise à l'époque par les gendarmes l'atteste. Et donc, il apparaît très improbable que cette même couette était déjà dans la machine à laver quelques heures plus tôt. Donc, le procureur de la République de Toulouse, de toute évidence, avait commis une erreur factuelle qui a été pointée donc, ce lundi par les avocats de la défense. L'argument développé par la défense de Cédric Jubilard consistait à dire qu'il y a eu la construction par le procureur de la République d'un coupable idéal avec une appréciation de sa part sur les indices qui étaient présentés par les services d'enquête. Mais en réalité, c'est la seule véritable erreur qui est ressortie de cet exercice. Et finalement, la démonstration de la défense a souvent tourné un peu à vide, puisque le procureur de la République, oui, a pu commettre des imprécisions, mais sur des éléments assez périphériques du dossier. Ronan Folgoas, le même jour, plusieurs experts témoignent à la barre, notamment des experts en téléphonie. Que nous apprennent les traces laissées par le portable de Delphine, même si ce téléphone n'a jamais été retrouvé? Les experts téléphoniques qui ont été cités à la barre devant la cour d'assises ont fait la démonstration que le téléphone de Delphine n'avait jamais cessé de borner donc, sous le relais de Cagnac-les-Mines, ça on le savait déjà, mais qu'en plus il n'avait pas quitté une zone qui ressemble à un triangle de quelques centaines de mètres de côté, situé autour du domicile des Jubilards. Ce qu'on apprend aussi, c'est que le téléphone de Delphine a été manipulé au cours de la nuit à plusieurs reprises, qu'une personne, qu'un utilisateur, le déverrouille une première fois à minuit 7, qu'il utilise la fonction photo caméra à 1h33 et qu'il existe la trace d'un ultime déverrouillage de l'appareil à 6h52, à un moment où Cédric Jubilard est réveillé de manière certaine. Et donc, tout cela mis bout à bout peut laisser à penser qu'il y a soit un voisin situé tout près dans l'entourage géographique de Delphine Jubilard qui manipule son téléphone, ou alors peut-être que c'est l'accusé lui-même qui a pris le contrôle du téléphone de son épouse. D'un mot, Cédric Jubilard, il a appelé le téléphone de Delphine le 16 décembre près de 200 fois, c'est ça? Dans la journée du 16 décembre, entre l'allumage de son téléphone à 3h53 et la fin de journée du 16 décembre, il va contacter son épouse à 184 reprises, il va lui faire 4 SMS. Le lendemain, en revanche, il va l'appeler beaucoup moins fréquemment puisqu'il ne va essayer de la joindre qu'à 2 reprises.
pourquoi il se livrait à une série d'appels aussi fréquentes, frénétiques, dans quel but? Sachant que quand une personne a disparu, il faut aussi peut-être préserver l'état de son téléphone pour qu'elle soit en mesure de rappeler. C'est une remarque en tout cas d'une avocate des parties civiles. Et bien en faisant cela, il participait peut-être de la diminution de la charge de sa batterie du téléphone de Delphine et qui participait peut-être de l'extinction du téléphone qui est survenue finalement à 7h48 ce 16 décembre. Et donc, quelle est la conclusion des experts en téléphonie? Qu'est-ce qu'on retient de ce moment? Ce que l'on comprend grâce à cette expertise, c'est que la possibilité que le téléphone de Delphine soit resté entre les mains de Cédric Jubilard, cette hypothèse-là tient la route. Et donc ça rebraque les projecteurs évidemment sur l'homme qui était avec elle à son domicile, c'est-à-dire son mari. Ronan Folgoas, le mardi 30 septembre, la sœur de Delphine témoigne à l'audience et elle dit tout le mal qu'elle pense de l'accusé. Elle estime que Cédric Jubilard est un menteur. Pourquoi un menteur? Parce qu'il n'aurait pas dit toute la vérité sur la disparition de sa sœur. C'est une manière de formuler les choses qui revient à dire qu'elle est convaincue de la culpabilité de Cédric Jubilard, certes, mais c'est une formule un peu contournée. Elle va aussi raconter le profil manipulateur et violent de Cédric Jubilard à l'égard de son fils, Louis, dont elle a désormais la charge, et qui, explique-t-elle, lorsqu'elle lui demande d'aller au coin en guise de punition, a ce réflexe ancré en lui, comme s'il était marqué au fer rouge. Il a ce réflexe de se mettre à genoux, les bras derrière la nuque. Et Louis lui avait même confié que quand il était avec papa, parfois il devait se mettre à genoux sur des Legos pour ajouter encore un peu de douleur à la punition. Toujours le mardi 30 septembre, un enregistrement audio de Cédric Jubilard est diffusé à l'audience, enregistrement à son insu, fait au téléphone par un cousin de Delphine, juste après sa disparition le 17 décembre 2020. Un enregistrement qui n'avait pas été versé au dossier au cours de l'instruction est produit par l'une des parties civiles. Cette partie civile, c'est l'un des cousins de Delphine qui a enregistré avec son téléphone Cédric Jubilard à son insu le 17 décembre 2020. On est donc une trentaine d'heures après le signalement de la disparition de Delphine. Ce cousin est en présence à ce moment-là de l'un des frères de Delphine et de Cédric Jubilard lui-même. Tout cela au domicile des Jubilard à Cagnac-les-Mines. Moi, à 4h10, 4h moins le 10, 4h moins le quart, c'est la petite qui m'a réveillé, personne dans le lit. Ouais, je me suis dit, elle s'est endormie sur le canapé, tu vois. Ouais. Elle s'est endormie, tu vois. Personne. Bon, elle est au WC. Pas fait gaffe, c'est salle de bain. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Je fais, t'es là? T'es par là? Qui confie aussi son émotion, qu'il est au fond du trou, qu'il est dans le néant, mais qui va essayer de se remotiver. Je vais essayer de chercher, je vais essayer de me remotiver. Je suis dans le néant. Si tu veux parler, tu parles. Mais qui raconte surtout aussi qu'à aucun moment, dans cette conversation en tout cas, qui dure 22 minutes, à aucun moment il n'envisage ce qui a pu se produire, le drame qui a pu éventuellement se dérouler, ce qu'il est advenu de Delphine. Il en parle à plusieurs reprises au passé, à l'imparfait, comme si elle ne reviendrait pas. On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien, de toute façon ma décision est prise, je suis déjà très loin dans ma tête. Elle avait raconté quelqu'un? J'en sais rien, j'ai des doutes si tu veux, mais j'ai aucune preuve réelle de ça si tu veux. On était un couple colocataire en gros si tu veux, c'est tout. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Ça dresse tout de suite le portrait d'un homme qui n'est pas en tout cas accablé par la disparition de sa femme et de la mère de ses enfants. Cédric Jubilard a été interrogé à l'audience et il expliquera que il n'a fait que répondre aux questions qui lui étaient alors posées par ses deux interlocuteurs. Ronan Folgoas, le mercredi 1er octobre, l'une des meilleures amies de Delphine vient témoigner à la barre. Anne, une voisine, qu'est-ce que vous retenez de son témoignage? Il s'agit en effet de l'un des indices majeurs de l'accusation. La voiture de Delphine Jubilard, une Peugeot 207, était stationnée, d'après 2 témoignages, dont celui d'Anne, dans le sens montant, le soir de la disparition. Et le lendemain, elle était garée, d'après les gendarmes, dans le sens inverse.
Et elle a globalement réussi à convaincre de sa bonne foi, même si elle a été mise en difficulté, questionnée de très près par les avocats de Cédric Jubilard. Mais elle a réussi à expliquer pourquoi elle pouvait se souvenir aussi précisément de ce moment où elle croise son amie Delphine lorsque celle-ci revient de l'école et qu'elle sort ses enfants de la voiture. Le lendemain, le jeudi 2 octobre, c'est au tour de la nounou des enfants Jubilard de venir s'exprimer à la barre. Elle raconte une anecdote marquante sur Cédric Jubilard. Elle explique qu'un jour, dans les semaines ou les mois qui précèdent la disparition de Delphine, que Cédric vient donc chercher ses enfants chez elle, à son domicile, et il tombe sur un reportage diffusé sur une chaîne de télévision consacrée à l'affaire Daval, la disparition et le meurtre d'Alexia Daval, une affaire dans laquelle Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Et donc Cédric Jubilard, selon le témoignage de cette nounou, aurait eu des mots très méprisants, moqueurs à l'égard de Jonathan Daval, en disant « Il n'est pas malin, lui, j'aurais fait mieux, moi, avec moi on ne l'aurait jamais retrouvé ». Autre témoignage quelques heures plus tard, celui d'un copain de Cédric Jubilard, un certain Sébastien, un homme qui lui fournissait de temps en temps du cannabis, et il raconte une anecdote qui fait froid dans le dos. Il raconte que le 17 décembre au soir, donc on est là un peu moins de 48 heures après la disparition de Delphine, que Cédric vient à son domicile pour se fournir un peu comme d'habitude en cannabis, en produits stupéfiants, et alors qu'il l'interroge sur ce qui a pu se produire et ce qui pourrait expliquer la disparition de Delphine, Cédric Jubilard lui aurait répondu à cet instant « Bien oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai tué, évidemment ». Sur un ton qui, d'après ce même Sébastien, lui permettait d'en déduire que c'était une formule ironique. Cédric Jubilard, lui, a été interrogé directement par la présidente de la cour d'assises à la suite de cette déposition. Et il a confirmé que oui, c'était une forme d'ironie parce qu'il se sentait sous pression par les enquêteurs, par les gendarmes, qui s'intéressaient à lui de très près et que donc pour décompenser cette forme de pression qu'il ressentait, il aurait formulé ses propos. Comme on dit dans ces cas-là, eh bien la cour et les jurés apprécieront. Et sur l'anecdote racontée par la nounou des enfants, ce qu'a dit Cédric Jubilard au sujet de Jonathan Daval, que répond Cédric Jubilard ? Là, il conteste l'existence de cette scène et il arrive à dire, une fois qu'il est mis sous pression aussi par certains avocats des parties civiles, notamment Mourad Batik, l'avocat de plusieurs membres de la famille de Delphine, eh bien, il dira que probablement c'est la nounou qui ment. Et sans trop savoir pourquoi, et il finit par dire elle veut m'enfoncer encore plus. Voilà, mais ce sont toujours, avec Cédric Jubilard, les témoins qui mentent dès qu'ils les expriment des choses un peu gênantes. C'est une manière de se défendre. Mais évidemment, l'autre hypothèse, c'est que le menteur, c'est peut-être lui, au fond. Et donc, il ment parfois sur toute une série comme ça de témoignages, de détails, parfois sans importance, et d'autres peut-être beaucoup plus embarrassants. Merci à Ronan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, Pénélope Gualquirotti et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol avec Étienne Contestabilé. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas notre podcast consacré aux affaires criminelles, Crime Story, avec en ce moment justement une série sur l'affaire Jubilard en 6 épisodes. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.